Nous allons étudier le DAF Samer Aleph dans Masechet Gitin et nous reprenons à la dernière ligne du DAF Samer Amud Bet au sujet de la Mishnah qui parlait des pièges que l'on pose pour un animal. Metsudot Chayav Arafot Vedagim Yesh Bahem Mishum Gezel. On a dit que ces pièges-là, normalement au niveau de la Torah, celui qui les pose ne prend possession de l'animal attrapé que lorsqu'il le prend lui-même dans ses mains et non pas lorsque l'animal est piégé, simplement pour éviter les disputes. Les Chachamim ont fait en sorte qu'un homme n'ait pas le droit, un étranger n'a pas le droit de prendre un animal qui est dans un piège et dont le propriétaire du piège n'a pas encore pris possession. Mishum Gezel, et Rabbi aussi va dire que c'est même Gezel Gamour, que c'est un vol à 100%. La Gemara là-dessus nous dit que Be'ozle ve'ohare, sur les pièges qui en général font en sorte que l'animal tombe dedans et soit complètement à l'intérieur du piège, ici, Koulé Alman obligé, il n'y a pas de discussion entre Tanakama et Rabbi Yossi, selon tout le monde, c'est un vrai Gezel Gamour, c'est du vol Minatora, puisque l'objet, le piège, appartient à son propriétaire, et donc lorsque l'animal tombe dans l'objet qui appartient au propriétaire, l'animal lui-même appartient au propriétaire sans même qu'il vienne le prendre dans ses mains. Qui plié, la discussion ne porte que Beleche Vekukre, c'est deux types de pièges dans lesquels l'animal est bloqué, mais il a encore les pattes au sol, et donc il n'est pas considéré comme étant dans la propriété de du propriétaire du piège, et à ce moment-là, c'est là que Minatora, n'importe qui pourrait le prendre, mais que les Chachamim ont demandé à ce qu'on ne le fasse pas, et là-dessus on a une discussion, est-ce que c'est Gezel d'Arabanan ou est-ce que c'est Gezel Gamour, et on verra dans la suite de la Gemara la nuance qu'il y a entre Tanakama et Rabbi aussi. Au sujet de la suite de la Mishnah, Messiat Cheresh, Shoté, Vekatan, on a dit pareil, lorsque c'est quelqu'un qui n'a pas de da'at, qui n'a pas d'esprit, un cheresh surmué, un fou ou un katan, il y a aussi du gezel par rapport à la metzia, par rapport aux objets qu'il trouve. Rabbi Yossi Omer, gezel gamour. Rabbi Yossi va dire que c'est gezel gamour. Alors c'est quoi justement? Amar Rabbi Chiza, Chiza nous dit gezel gamour, midi vrehem. Nous on aurait pu penser que lorsque Rabbi Yossi vient parler de gezel gamour, ça veut dire que c'est pas un gezel d'Arbanan, mais c'est un gezel de la Torah. Sauf que Rabbi Chiza explique que non. L'expression de Rabbi Yossi, Gezel Gamour, c'est du vrai Gezel, mais des Chachamim. Donc il n'est pas plus vrai que l'ancien. Il m'a dit le Maïnaf Kamina, qu'est-ce que ça change? On vient te dire que c'est Gezel, mais Plidar que Shalom. Les Chachamim ont fait en sorte qu'artificiellement ce soit considéré comme du vol, mais Plidar que Shalom pour faire la paix. Viens Rabbi Yossi à chaque fois, il dit non, c'est pas Plidar que Shalom, c'est les Chachamim qui auraient fait du Gezel, mais du Gezel Gamour. Maïnaf Kamina. La Gemara dit l'Otsio Bedayanim. À savoir, est-ce que c'est juste un interdit que les gens ont de profiter de ces objets sans que l'on ait après, nous le Beddin, le tribunal, une possibilité de le lui enlever s'il l'a fait, ou est-ce qu'on a la possibilité, justement? Selon Tanakama, c'est simplement un interdit. Mipne Gezel, on a interdit aux gens de prendre les animaux qui sont dans des pièges, même si le piège ne prend pas entièrement, enfin si l'animal n'est pas entièrement dans le piège, on a fait la même chose avec les objets qui ont été trouvés par Heresh TV Katan, et selon Tanakama, c'est juste un interdit de le faire. Celui qui l'a fait, on ne peut pas l'emmener au Beddin et le lui reprendre. Selon Rabbi aussi, justement, et expliqué par Aprisa, les Chachamim auraient fait un Gezel Gamom et Divrem. Ils auraient fait en sorte que ce soit un Gezel sur lequel on peut juger exactement comme sur un Gezel de la Torah. On avait dit dans la Mishnah, Ani amenakef berosh zait, machet tartav, gezel, mipne, darkeshalom. Pareil, un pauvre qui est sous un olivier ou sous un arbre, qui est en train de faire tomber les fruits, et les fruits tombent à ses pieds. Il ne les a pas encore ramassés, donc il les a fait tomber. C'est lui qui les a fait tomber. Et comme il ne les a pas encore ramassés, techniquement, au niveau de la Torah, les fruits et les olives ne lui appartiennent pas, mais pour éviter les disputes, on a fait en sorte que personne n'a le droit de venir les ramasser tant qu'elles sont par terre et qu'il ne les a pas encore prises dans les mains. Et là-dessus aussi, Rabbi aussi vient dire que c'est Gezel Gamour. Et on a dit le Nafkamina, c'est est-ce qu'on peut le traîner au Beddin ou pas, ce tiers qui vient finalement ramasser les fruits avant que le Rani en prenne possession dans sa main. Tana, voilà, à ce sujet on a justement une braïta, Imliket Venatan Beyan, Arizé Gezel Gamour. Dans le cas où il a fait tomber réellement les fruits avec sa main, avant même qu'il les prenne, c'est Gezel Gamour parce qu'il les a fait tomber lui-même à la main. Rav Kana, Ava Kazi, on nous raconte une histoire de Rav Kana qui se promenait à un endroit qui s'appelait Utsal.
Chazé la Gavra, de Avashade Oufie. Il a vu un homme qui est en train de jeter des choses sur des bâtons, des pierres sur un déquel, sur un palmier, pour faire tomber son vekanatran, tamré, de telle sorte à ce que les tamré, les dattes en tombent. Azal, kamin kit ve'achil. Et tant que les dattes étaient par terre, il est venu les ramasser. Donc il ne transgresse pas le cas précédent qu'on vient de citer la Braïta, mais celui de la Mishnah qui dit que celui qui est en train de faire tomber des fruits d'un arbre, les fruits qui tombent par terre, midera banane, c'est du gezel, et selon Rabbi aussi, on peut même lui demander de le rendre au bedin. Et donc il a mangé. Amarlé lui répond à la personne, Chazema, Debidaï, Sheddiou, mais dis-moi, tu n'as pas vu que finalement c'est avec mes mains que j'ai fait tomber les tmarim. Amarlé, mais à trait de Rabbi Yoshia, toi tu viens de la région de Rabbi Yoshia, car Alev et Tzadik Yisod Olam. Et donc il a dit Tzadik Yisod Olam. Selon la Gemara, au contraire, on parle du cas justement précédent, où il les a fait tomber à la main. En tout cas, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il dit, tu viens de chez Rabbi Yoshia, qui avait l'habitude d'enseigner en public les halachot liés au vol, et les halachot qui justement sont de tous les jours, et du coup, il a dit, Alzen et Mar Tzadik Yisod Olam. C'est pour ça qu'il y a un passage dans Michelet qui dit que le Tzadik, c'est le Yisod, c'est la base, c'est le pilier du monde, et c'est une allusion au fait que Rabbi Yoshia a permis justement à tous les gens qui habitaient dans sa ville de connaître la halachot et de ne pas se faire voler ou de ne pas voler. En tout cas, le lien entre le pasouk et l'histoire n'est pas si évident que ça, mais ce qu'il faut comprendre surtout, c'est comment Rav Kahana a pu transgresser une halakha qu'il avait l'air de connaître, et comment se fait-il que la personne lui apprenne cette halakha. Donc, il y a plusieurs commentaires là-dessus, et le Ramban nous dit que Rav Kahana pensait que la personne qui était sous l'arbre en train de le faire tomber les tmarim, c'était finalement, il pensait que c'était un non-juif. Donc comme il pensait que c'était un non-juif, il pensait qu'il n'était pas concerné par cette takana, mais on a vu que les non-juifs, on les incluait dans Bikur Cholim, dans le fait de donner la tzedaka, mais là ici le fait de lui donner les fruits qui sont tombés, il pensait que ça ne les concernait pas, et du coup, il est venu et il a consommé. Lorsque l'autre lui a répondu, il a compris qu'évidemment c'était un juif, mais l'autre en face pensait que Rabbi Yoshia ne connaissait pas que Rav Kahana ne connaissait pas la halakha, c'est pour ça qu'il lui a enseigné la halakha, et donc il y a eu une certaine mésentente. Là-dessus, justement, on termine la Mishnah qui disait que En mamchin beyad ani onochrim beleket bishicha ou bpa mipnei darkei shalom. Les parties des récoltes, donc leket shicha, c'est les parties qu'on a oubliées, et pa, c'est le coin qu'on doit laisser pour les pauvres, normalement sont réservés aux pauvres juifs, mais on n'empêche pas les non-juifs d'en profiter, mipnei darkei shalom, pour faire la paix et qu'il y ait une bonne entente avec eux. Tano Rabbanan, à ce sujet, il y a une braïta qui dit Mefalesim ani nochim imani Israël. On fait manger, on donne à manger aux pauvres juifs avec les pauvres non-juifs. On va kérim chole nochim im chole Israël. Et pareil, on va rendre visite aux malades non-juifs avec les non-juifs. Mais kovrim, et on enterre mettez nochim, mettez Israël, les morts non-juifs avec, c'est-à-dire en même temps que l'on fait aux morts juifs, mipnei darkei shalom, pour le darkei shalom. Donc c'est pas qu'on les enterre au même endroit, mais on fait à l'un comme on fait à l'autre. Ce qui est intéressant ici, c'est de marquer entre Rashi et certains Rishonim. Est-ce que ici il faut faire attention à la shonaim avec? Est-ce que l'obligation que les sages nous ont donnée de nous occuper des pauvres, des malades ou des défunts non juifs, est-ce qu'il n'existe que lorsque le besoin du non juif arrive au même moment où il y a le même besoin chez un juif, c'est-à-dire que est-ce que l'obligation de donner à un pauvre non-juif n'existe que lorsque je suis en train de donner à un pauvre juif, mais lorsque je rencontre le non-juif lui-même, pas forcément. Pareil pour le malade, pareil pour le mort. Selon Rashi, effectivement, c'est que Haïm, lorsque je suis en train de m'occuper du juif et que le non-juif est à côté de lui, que je dois m'occuper de la même manière du non-juif, et selon d'autres commentaires, ça n'a rien à voir, c'est le manière générale, c'est de la même manière que on fait aux juifs, on fait aux non-juifs, mipene darkei shalom. Nouvelle Mishnah, Mash'elet isha lechaverta chashuda al sheveit. On va sortir un peu du sujet apparemment, même si ça reste darkei shalom. On a le droit de prêter à son ami, une femme a le droit de prêter à son ami, à chashuda al sheveit, qui est soupçonné, cet ami-là, de ne pas respecter les halachot de la Shemitah, de la 7e année, donc on n'a pas le droit de consommer les fruits. On a le droit de lui laisser justement des fruits pendant la période interdite. Napa, vechavra, verechaim, vetano. On a le droit même de lui laisser des ustensiles qui permettent de cuisiner. Aval, lotavor, velotitran aima. Mais par contre,
pendant cette 7e année, où on sait qu'elle utilise, qu'elle consomme la récolte interdite, on n'a pas le droit de travailler avec elle la récolte, sa récolte à elle. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que cette récolte est interdite, donc on n'a pas le droit de trier tavor, velotitram, on n'a pas le droit de moudre la récolte avec elle. Donc on a finalement un premier enseignement ici de la Mishnah qui nous dit qu'on a le droit de laisser notre récolte à une personne qui est soupçonnée de ne pas respecter la shait, mais par contre on n'a pas le droit de travailler avec elle l'année de la shait, parce que réellement on n'a pas le droit de Messiah à l'Idvar Avera, de l'aider à faire une Avera. Donc on lui fait confiance, mais on ne travaille pas avec elle. Maintenant, un cas qui paraît similaire, la Gemara va tout de suite poser la question Échet travers, Mashelet, les Échet Am Israël. Maintenant, on parle de Chaver, quelqu'un qui est Neeman, qui est digne de confiance par rapport au prélèvement et par rapport à la Shemitah. Et Amaret, c'est quelqu'un qui justement ne l'est pas dans ces domaines-là. La femme d'un Chaver peut prêter à une femme de Amaret, qui ressemble au cas précédent. Napa, Urvara, ou Boreret, Vetochenet, ou Mrakedet Ima. Elle peut non seulement prêter les ustensiles, mais elle peut même trier et moudre avec elle. Donc on a exactement une contradiction avec le cas précédent. Dans le cas précédent, on a dit qu'on pouvait à la limite prêter une récolte, enfin lui laisser sa récolte chez elle, mais ne pas travailler la récolte de cette personne-là soupçonnée, la travailler avec elle on ne peut pas, et un instant après on nous autorise de le faire avec la femme du Hamaretz, et la Gemara va essayer de comprendre la différence qu'il y a entre les deux. Aval, Mishitatil et Maim, Lotigaim. Alors même si on peut trier les grains de blé avec elle, on peut moudre le blé pour faire de la farine, à partir du moment où cette femme-là de Hamaretz, qui n'est pas très, qui est soupçonnée, on a dit, à partir du moment où elle met de l'eau dans la farine, on n'a plus le droit de travailler avec les filles chez El Chazekin, Yedé, en Ravera, et la même raison qu'on a dit là-haut, parce que on n'a pas le droit d'aider les mains de ceux qui font des interdits. Et la question, encore une fois, je le rappelle, on va la poser tout de suite. Comment se fait-il que dans le cas précédent, on ne commence pas du tout à travailler la récolte avec une personne qui est soupçonnée de ne pas respecter la shveit? Et dans le cas de la femme Amaret, on voit qu'on s'arrête simplement au moment où on mélange l'eau avec la farine, mais qu'avant, on l'aide à tout faire. Vechulan lo amrou, et là, mipne darke shalom. Et la Mishnah, c'est là le lien avec les Mishnah précédentes, nous disent que finalement, tout ce qu'on a autorisé dans les cas précédents, c'est-à-dire dans le cas de la femme Stam qui ne respecte pas la shveit, on a dit on a le droit de lui laisser certaines récoltes pendant cette année-là. Dans le cas de la femme qu'on appelle femme de Hamaretz, on a le droit même de commencer à l'aider à travailler. Tout cela ne devrait même pas être autorisé, si ce n'est Mipnei Darkei Shalom pour faire la paix entre les gens. Donc c'est pour ça qu'on essaie d'autoriser le plus jusqu'à un moment donné où on ne peut plus autoriser. Morazim yede nochim b'shveit, aval lo yede Israël, b'shalim bishloman, mipnei darkei shalom. On a le droit d'aider des non-juifs qui travaillent pendant l'année de la Shveit, de la Shemitah, qui ne sont pas soumis à la Zetalacha. Aval lo yede Israël, mais on n'a pas le droit d'aider des juifs qui travaillent à la Shemitah, b'shalim bishloman, mipnei darkei shalom. Et on a le droit de leur demander, de leur dire shalom, bonjour, qui est à la fois en plus le nom d'Hachem. Lorsqu'on dit shalom, c'est le nom d'Hachem, même sur des gens qui font pas forcément, qui respectent pas le monothéisme, parce que Mipnei Darkei Shalom pour justement faire la paix avec les gens avec qui nous vivons. Maïshna Recha, Maïshna Sefa, la fameuse question de la Gemara qu'on a posée, quelle est la différence entre le début de la Mishnah et la fin? Comment se fait-il que lorsqu'on parle d'une femme qui ne respecte pas la Shveit, et après une femme qui est la femme d'Amaretz, donc c'est la femme aussi d'un ignorant, quelqu'un qui ne respecte pas la Torah, donc on a l'impression que c'est finalement la même personne, le même type de personne. Comment se fait-il que la première fois on dit que on ne peut pas du tout commencer à travailler avec la récolte, et la seconde fois, on est là d'autoriser tant que l'on s'arrête au moment où l'eau est mélangée avec la farine. Amar Abaye, Rov Ameharet, Mea Serin Hen. Je dis ici, Abaye, c'est spécial. Le Rov d'Ameharet, le Rov d'Ameharet, il respecte finalement les halachot de Maaser, de prélèvement, et donc, c'est la raison pour laquelle on peut travailler avec elle jusqu'à un certain moment. Rava propose autre chose et dit Acha, ici c'est différent. Be'am haaretz de Rabbi Meir. On parle pas du haaretz classique. On parle du haaretz de Rabbi Meir qui n'est pas du tout lié finalement au prélèvement de Maaser et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que Touma Betara Midarabanan, et on parle de Rabbi Meir qui pense que le haaretz c'est que par rapport à Touma Tara, à la pureté et à l'impureté, et cela ce n'est que Midarabanan, c'est la raison pour laquelle on est Mekil. Détania, c'est une braïta qui nous apprend la vie de Rabbi Meir. Et Zéo Amaretz,
qui est celui qu'on appelle Amaharet. C'est quoi le statut du Amaharet qui est marqué dans la Shon Chachamim? Kol Sheno Ochel Chulav Betahara, tout celui qui mange des aliments impurs. Normalement, un non-Kohen n'a pas l'obligation de manger des aliments cholin de manière pure, mais il y en avait qui avaient l'habitude de respecter une certaine pureté dans les aliments, et celui qui a Amaret, celui qui ne respecte pas cela, dit vrai, Rabbi Meir. Chachamim Omrim, Kol Sheno Me'aseh Perotav. Et Chachamim, c'est la vie qu'on a l'habitude en général de tenir, pense que le Amaret, c'est celui qui ne respecte pas la halachot de Maaser, de prélèvement sur les fruits et les récoltes. Et donc du coup, on a notre Mishnah, qui en plus c'est un Mishnah, c'est Rabbi Meir. Donc on peut très bien imaginer que dans notre Mishnah, c'est Rabbi Meir. Et qu'en fait, le Amaret, le premier, car on parle d'une femme qui est Chashouda, qui est soupçonnée pour la Shve'it, la 7e année, et qui est soupçonnée sur les prélèvements, elle, on ne peut pas commencer à travailler la récolte avec elle, parce que la récolte que l'on travaille, c'est une récolte de Shve'it qui n'a pas été prélevée, donc elle est interdite quoi qu'il arrive. Et on a, après, le second cas, qui selon Rabbi Meir parle d'un Amaret qui finalement prélève, mais simplement, il ne fait pas attention à Touma Tahara. Et comme il ne fait pas attention à Touma Tahara, mais que Touma Tahara, ce n'est un problème que Midera Banan, et bien c'est la raison pour laquelle on autorise jusqu'à un certain moment. Ça, c'est la réponse de Rava. La Gemara dit Midi Katane Sefa, Mishitatil et Tamaim, Lotigarima. Mais c'est pas vrai. Tu ne peux pas dire que l'autorisation de la Mishnah, c'est justement parce que ça n'est qu'un problème de Tumatara, d'impureté, alors qu'on voit bien qu'au contraire, la Mishnah commence à interdire lorsqu'on met de l'eau dans la farine. Or, en général, c'est lorsqu'on met de l'eau que le problème de Touma, d'impureté, commence. C'est famish, c'est marqué, dès qu'elle met l'eau, elle ne peut plus toucher. Mikal Derecha, la Vetuma Vetara Askinan. Ça veut dire que juste avant, il n'y avait pas d'eau. Pourquoi? Parce qu'en général, on dit que la Touma, l'impureté ne se transmet entre un objet et un autre, entre une personne et un objet, ne se transmet que s'il y a entre les deux un conducteur. Et le conducteur, c'est un des 7 liquides. Il y a des liquides, l'eau, le sang, le lait, le miel, ainsi de suite. Ces liquides-là, donc essentiellement souvent c'est l'eau, ces liquides-là sont des liquides qui sont vecteurs de Touma. Celui qui est impur et qui touche un objet qui est sec ne le rend pas impur. Il faut qu'il y ait entre eux un de ces liquides, encore une fois, qui conduisent la Touma. Et du coup, la Gemara réfute pour l'instant cette lecture de Rava. Comment veux-tu me dire que la partie qui est autorisée dans la Mishnah, qui dit qu'on a le droit de commencer à trier et à moudre avec cette femme arrête, c'est parce que ça n'est que de la Touma qui est finalement des Rabbanan. Donc des Rabbanan, elle se débrouille, mais moi je n'ai pas l'interdit de travailler avec elle parce qu'au pire, ça n'est que des Rabbanan ce qu'elle fait. Comment peux-tu dire quelque chose pareil? Puisque finalement, on a la Mishnah qui nous dit clairement qu'à partir du moment où il y a de l'eau, et donc c'est un problème de Tumatara, on n'a plus le droit de travailler avec elle. Elle m'a dit Rechav et Seifa Betuma Vetara. Non. Malgré cela, toute la Mishnah, enfin toute la partie de la Mishnah parle de Tumatara. Rechav Betumatrolin et Seifa Betumatrala. Au départ, on parle de Tumatrolin. C'est pour ça de quelque chose qui est rôle. Et on a dit tout à l'heure qu'il n'y a pas d'obligation techniquement pour quelqu'un de manger de la. Enfin, il n'y a pas de gravité. Et que si c'est interdit, c'est une kumida rabanan. Et à la fin, c'est Tumatrala. Et la Tumatrala, c'est plus problématique. C'est Minatora. La chalon, c'est le prélèvement qu'il y a sur le pain. C'est pas le pain lui-même, c'est le prélèvement qu'il y a sur le pain. Le fait de l'impurifier, c'est un problème. Minatora. L'agma objecte, Minhu, on objecte avec ce qu'a dit Rava. Qui Rava, encore une fois, vient de nous dire qu'on a le droit, pour une Touma des Rabanan, on a le droit de travailler avec quelqu'un que l'on soupçonne de ne pas respecter les halachot de Touma Tara, de pureté et impureté des Rabanan. Tochanim ou mafkidim etzel ochle shveit et etzel ochle peroteem betuma. On a le droit de moudre de la récolte et la laisser chez les gens qui mangent des fruits de la 7e année de la shveit, interdit. Etzel ochle peroteem betuma et ceux qui mangent des fruits impurs. Aval, mais on n'a pas le droit de faire ça de leur récolte. Lo leochle shveit mais lo leochle peroteem betuma. Donc on a ici une contradiction. Rava voulait dire que le fait de manger un aliment betouma, lorsque c'est pas de la chala, ça n'est que des rabanan, et donc j'aurai le droit d'aider mon ami qui est soupçonné de ne pas respecter cette halakha, donc de manger
ces aliments de manière impure, j'aurai le droit, moi, de l'aider à moudre son blé, l'aider à le trier. Pourquoi? Parce que finalement, je ne fais que l'aider à faire quelque chose qui est des Rabbanan. Et là-bas, on voit que dans ce cas-là, c'est justement la chaîne différente dans la Braïta. Abba, il nous dit, Atam, Bekohen achashut lechol truma mituma askinan, deavele tuma deoraita. Pourquoi c'est interdit dans la Braïta qu'on vient de citer? Parce que on parle non pas d'un Israël, mais on parle d'un Kohen. Kohen achashut lechol truma mituma, c'est un Kohen. Et par rapport à la truma, et du coup à ce moment-là, ça redevient Minatora. Et comme ça avait le Touma Deoraita, c'est pour ça qu'on est Mahmir. Donc, Rava continue encore une fois sa logique. Dans la Mishnah, la raison pour laquelle on autorise la personne d'aider la femme du Hamaretz à travailler sa récolte, c'est parce que c'est une Touma de Rabbanan. Une Touma de Rabbanan, j'ai le droit de l'aider à travailler quelque chose qu'elle va consommer de manière interdite des Rabbanan. Mais dès qu'on a affaire à Chala, et c'est la fin de la Mishnah qui nous dit que dès qu'on met de l'eau dans la pâte, ça devient un problème de chala. À ce moment-là, chala minatora, on n'a pas le droit. La braïta qu'on vient de citer à l'instant, qui nous dit qu'on a le droit de laisser notre récolte chez une personne soupçonnée, mais qu'on n'a pas le droit de travailler sa récolte à elle, à la personne qui est soupçonnée, eh bien là-bas on dira aussi c'est une touma qui est interdite, une minatora. Pourquoi? Parce que c'est un Kohen et c'est de la trouma. Alors, si c'est ça, je comprends pas. Comment imaginer que là-bas c'est de la trouma? Puisque normalement, on n'a pas le droit de laisser de la trouma chez quelqu'un, hein, chez un Kohen qui ne fait pas attention. Et après, pas possible, comment on a pu lui laisser là-bas? C'est marqué dans cette même braïta que on n'a pas le droit de travailler avec cette personne-là. Donc on a dit que c'était un Kohen qui était soupçonné, mais on a le droit de lui laisser de la récolte là-bas. On n'a pas le droit de laisser de la trouma à un Kohen qui n'est pas, qui ne fait pas attention. Hormis nous, Mafkidim trouma et Israël Amaretz. On peut laisser de la trouma chez un Israël qui est Amaretz, mais là c'est le Kohen Amaretz. Mais pas chez un Kohen à Amaret, ni chez les Bogazba. Parce que le Kohen fera moins attention. Ici, c'est intéressant cette braïta, qui nous dit que même si la trouma ne doit pas être impurifiée par personne, ni par un Israël, ni par un Kohen, on fait plus confiance à l'Israël lorsqu'il est ignorant que lorsqu'un Kohen est ignorant. Un Israël qui est ignorant, il fera attention de ne pas impurifier la trouma. Un Kohen ignorant, comme il se dit qu'il est Kohen et qu'il a le droit de tout faire par rapport à la trouma, il ne fera pas attention et il pourra l'impurifier. Donc comment expliquer? Si on veut dire que dans cette braïta, on parle d'un cas où c'est un Kohen qui n'est pas précautionné par rapport à la trouma, comment se fait-il qu'on ait le droit de lui laisser la trouma chez lui? La Gemara nous dit, Amar Rabbi Ela, c'est un cas où on lui laisse une récolte de trouma, on lui laisse une trouma, mais une trouma on lui laisse dans un keli qui est fermé. Et le keli qui est fermé, il ne peut pas prendre la touma par rapport à un aliment qu'il y a dans la pièce. Et donc, normalement, le Kohen ne va pas faire d'erreur et l'impurifier. Ok, lui, il fera attention. Et dans tous les cas, même s'il met un objet dans la pièce qui est impur, ça ne transmettra pas parce que l'objet est fermé. Le keli fermé, mais il n'empêche que sa femme, si elle vient, qu'elle est nida, et qu'elle porte le vase, la boîte dans laquelle il y a la trouma, elle l'impurifie. Et la Marbemia corrige et explique différemment la braïta, l'okasha, kan beperot shurshero, kan beperot sheloshon, ça dépend si la récolte ou les fruits ont été mouillés avec un liquide ou pas. Quand est-ce que l'on dit qu'on n'a pas le droit de laisser une trouma chez un Kohen qui ne fait pas attention? Lorsque les fruits sont en contact avec un liquide qui fait en sorte que le moindre contact après avec une impureté les rendra impurs. Par contre, si les fruits sont au sec, on n'a pas cette crainte-là. C'est la raison pour laquelle on peut toujours expliquer que dans cette braïta, on parle bien d'un Kohen qui ne fait pas attention, qu'on peut lui laisser la trouma parce que tout est au sec, mais par contre on ne peut pas l'aider à travailler cette récolte puisque ici il est en train de... Enfin sa récolte à lui, je veux dire, au Kohen parce que c'est un interdit. La Torah. Urminu, on objecte encore une fois. Hamoli chitin le tochen kuti, o le tochen amaretz, arelu becheskatan le masaveli shveit. Celui qui emmène une récolte à un kuti, donc un kuti c'est ces sortes de convertis un peu particuliers, au tochen amaretz, ou quelqu'un qui est juif ignorant, arelu becheskatan le masaveli shveit. On considère que finalement, si on a apporté une récolte qui était prélevée au niveau du maaser, quand elle ressort de chez
la personne, le kouti, le Haaretz, il est encore prélevé, c'est-à-dire qu'on n'imagine pas que la personne a changé la récolte pour une autre. Avalo, les Touma, et pas par rapport à la Touma. C'est-à-dire qu'on ne fait pas confiance à Kouti et Amaretz par rapport à la Touma. Et ça contredit ce qu'on vient de dire. Haïma et Rumia, la Vokim n'avait perot chez le Urshou. Alors il m'a dit, mais réponds comme ce que je viens de te dire. On parle d'un cas justement où c'est des pérotes chez le Urshou. La différence, c'est lorsque les pérotes, les fruits, ont reçu un liquide qui les permet d'être Mekabel Touma ou pas. Bon, il y avait des caries là, mais des caries là. Alors du coup, la question, celui qui a posé la question, pourquoi il ne connaissait pas la réponse? Puisqu'on l'a déjà dit avant. Mishum de Kabael et Mirma Achari Terala. En fait, réellement, cette objection de la fin n'est pas par rapport à cette question-là. On a mal compris, c'est par rapport à une autre objection. Mais avant d'avancer justement à la suite du DAF par rapport à cette nouvelle objection qui finalement va avancer vers un nouveau sujet, on va essayer de récapituler tout ce qu'on a dit, depuis la Mishnah. Donc dans la Mishnah, on a vu un premier enseignement qui disait que par rapport au Maaser, par rapport au prélèvement et par rapport à la Shveit, à la Shemitah, lorsqu'on a affaire à quelqu'un qui ne respecte pas sa halachot, j'ai le droit de lui laisser ma récolte, mais je n'ai pas le droit de l'aider à travailler sa récolte. Donc si j'ai un ami, si j'ai un voisin qui ne respecte pas la Shemitah, qui ne respecte pas les prélèvements, je n'ai pas le droit de l'aider à moudre son blé, à trier sa récolte, et ainsi de suite. Je ne dois pas l'aider, parce que ça s'appelle Messaya Lidvar Avera. Ça, c'est une première halakha. On avait vu après, dans la Mishnah, qu'une femme pouvait aider, justement, à moudre et à trier la récolte de sa copine qui est femme de Hamaretz. La femme de Hamaretz, qui en général, Hamaretz, c'est quelqu'un qui lui aussi ne fait pas toute la lachote. Alors du coup, on avait une contradiction. Comment peut-on dire qu'on l'aide pas dans le premier cas, et dans le cas de la femme Haaretz, on l'aide jusqu'à un moment donné où on ne l'aide pas quoi qu'il arrive? C'est le cas où elle est en train de mélanger l'eau avec la farine. Première réponse, on a dit que finalement c'est parce que la majorité des Haaretz finalement prélèvent le maaser. Ça c'est la première raison. Deuxième explication de Rava, on est selon Rabbi Meir. Et selon Rabbi Meir, on ne parle pas du tout, dans le deuxième cas de la Mishnah, on ne parle pas du tout de Maaser ni de Shveit, on ne parle pas des prélèvements ni de la 7e année, on parle d'un autre problème, qui est un problème de Tumatara, d'impureté. Le Hamaretz, selon Rabbi Meir, c'est celui qui mange ses fruits lorsqu'ils sont impurs, ce qui est interdit des Rabbanan. Et du coup, j'aurai le droit, moi le voisin, ou la femme aurait le droit d'aider son ami à moudre et à trier une récolte qui va sûrement être consommée de manière interdite, mais interdite que des Rabbanan. Alors que la Shveit et le Maaser, c'est min à Torah. Et donc du coup, à chaque fois qu'on a eu des enseignements qui allaient à l'encontre de cette logique-là de Rava, on a à chaque fois expliqué que c'était min à Torah. Donc dès qu'on a, par exemple, la chala, comme dans le cas de la fin de la Mishnah, où elle mélange de l'eau avec la farine et qu'il va y avoir un issur de chala, un prélèvement de chala min à Torah, là à ce moment-là, on ne peut plus l'aider parce que c'est un problème de c'est un issur Torah. Lorsqu'on a affaire à un Kohen qui ne fait pas attention à la trouma impure, là aussi pareil, on n'a plus le droit de l'aider à moudre, de l'aider à trier, parce qu'ici on est en train de l'aider à faire un issur d'Eroïta. Donc selon Rava, ce qui ressort, c'est que tous les enseignements qui autorisent d'aider quelqu'un qui ne respecte pas les mitzvot, ce sont des problèmes des Rabbanan et souvent un problème de Touma Tara, de pureté, impureté qui est aujourd'hui des Rabbanan. Et à chaque fois que l'on interdit, c'est parce que c'est un problème qui est minatora soit la trouma pour un Kohen, soit la chala, les prélèvements sur le pain pour tout n'importe qui, Israël ou Kohen. Et au passage, on vient d'apprendre justement à l'instant que sur une autre question, est-ce qu'on a le droit de laisser quelque chose chez un Kohen? Est-ce qu'on a le droit de laisser de la trouma chez un Kohen pour justement, de laisser de la trouma chez un Kohen qui ne respecte pas forcément les halachot de Tumat Hara? On a fait une différence. Lorsque les fruits sont humides avec un des 7 liquides et donc peuvent recevoir de la touma, on n'a pas le droit de le laisser. Si par contre les fruits sont secs et ne peuvent pas prendre la touma sans qu'il y ait en plus du contact de l'eau ou un des 7 liquides qui sera rajouté dessus, dans ces cas-là, on fait confiance au Kohen. Maintenant, on avait rapporté un dernier enseignement qui disait que celui qui apporte une récolte à quelqu'un qui moud mais qui est kouti ou les tochen amaretz, ou celui qui vient moudre, c'est un juif à amaretz, on lui fait confiance pour faire en sorte que la récolte qu'il nous rende après, et qui est sous forme de farine, soit exactement la récolte que j'ai apportée. Donc moi j'ai apporté des blés qui sont prélevés et qui ne sont pas à la 7e année. Je ne crains pas que cette personne
qui n'est pas très respectueuse de la halachot, je ne crains pas qu'elle me rende Dieu autre chose. Et là-dessus, justement, c'est là que l'on va objecter. Mishum de Kaba'el et Mir Macharita Allah, c'est une autre objection qu'on avait là-dessus. Pourquoi? On voit bien que quand je donne une récolte qui est prélevée, qui n'est pas la 7e année, on a dit que quand on me rend ma farine, je sais très bien que elle est aussi prélevée, qu'elle n'est pas de la shveit. Mais les chaloufis lo chashina, je ne crains pas qu'on m'ait interverti la récolte avec autre chose, qui est interdit. Rominou, on objecte. Hanoten lachamoto, celui qui donne du pain à sa belle-mère, de la pâte. Il a une pâte qu'il a travaillée, il donne la pâte à sa belle-mère, et qui respecte justement le maaser, et lorsqu'il la récupère, et que sa belle-mère ne respecte pas forcément les halachot, maaser, et noten la, et noten emeina, mipne shechashuda, b'chalefet amikelkelet. Il est obligé de reprélever à partir de la pâte ou du pain qu'elle lui rend. Ça veut dire qu'on considère que lorsqu'une personne donne, ici dans le cas, c'est le cas de sa belle-mère qui ne fait pas attention à la rote, lorsqu'il donne une pâte qui est prélevée, il craint en retour que ce ne soit pas exactement la pâte qui lui est donnée qui lui soit revenue. Donc on voit qu'on est rochèche. Les chloufés, on craint que les gens qui ne fassent pas attention à la rote nous rendent quelque chose qui ne soit pas justement caché. Attends, quel est katanet ama? Elle m'a dit, mais non, là-bas, regarde bien l'enseignement sur la belle-mère qui nous explique la raison. Pourquoi? Elle a dit, parce qu'elle est chashuda, mechalefet amit kalkel. On la soupçonne de vouloir changer le mauvais en bon. Amar Aviuda, Rotsahi, Betakanat Bitar, ou Bosha Mechatana. Elle veut le bien-être de sa fille et elle a honte de donner un mauvais pain à son gendre. Donc si son gendre lui a donné une pâte qui était mauvaise, ou que la pâte finalement n'a pas bien cuite, et que cette pâte-là a été prélevée, elle qui ne fait pas attention à la rote, aura tellement honte de donner ça à son gendre, et elle voudra tellement que sa fille mange du bon pain, qu'elle va le remplacer par de la pâte à elle, elle va refaire une pâte, elle va lui donner à ce moment-là. C'est la raison pour laquelle on craint cela. Mais par contre, lorsque je vais voir un maharet ou un kouti, que je lui apporte ma récolte est prélevée, qu'elle n'est pas de shveit, je n'ai pas de raison de craindre qu'il me remplace ma récolte par une autre et qu'il me la rende. Agmara continue d'objecter. Quoi, tu veux encore dire qu'on ne craint pas qu'on nous rende des choses différentes que ce qu'on donne? Pourtant il y a une Mishnah dans des mailles. Hanoten, les pundekit, celui qui donne du pain à une aubergiste. Il est dans une auberge, il a de la pâte et c'est elle qui a un four. Il lui donne une pâte, encore une fois, qui est prélevée, qui n'a pas de problème de shveit. Mais Aser et Sheonoten là, il doit prélever avant de lui donner à elle. Et il doit prélever lorsque il reprend le pain. C'est-à-dire qu'il prélève la pâte de base parce qu'il espère la récupérer elle-même, mais il est tout de même obligé de reprélever à la fin, au cas où ça n'est pas la même. Mifne chez Mechalefet, parce qu'elle aussi, on craint qu'elle change de goût. Comment se fait-il que précédemment on a dit qu'on peut donner une récolte à un kouti ou à un maret et qu'on n'ait pas peur que la farine en retour ne soit pas la même? Or, ici, on voit que par rapport à une aubergiste, on craint qu'elle change. La dit c'est pareil. Atam, Moria et Amra, elle là-bas c'est l'aubergiste, donc elle a une sorte de responsabilité par rapport à ce que la personne mange chez elle. Elle dit Barbera, je préfère que le tamid chacham, que le tamid que j'ai chez moi, il mange quelque chose de chaud. Et moi je mange un pain qui est froid. Donc Nagui, qu'elle a fait un pain qui est plus frais, au moment où la personne vient lui réclamer, elle se dit je vais lui donner le pain qui vient sortir du four et qui n'est pas celui qu'il m'a donné. Donc là aussi là-bas, elle a une volonté de bien recevoir ce qu'elle est poune des kits, mais lorsque je vais voir quelqu'un que je paye pour moudre ma récolte, il n'y a pas de raison qu'il me rende une farine qui ne correspond pas à la récolte que je lui donnerai. Très rapidement, récapituler tout ce qu'on a vu dans le DAF. On a vu que par rapport à la marloquette, Rabbi aussi est un akama sur tous les gezel des Rabbanan, tous les cas où Minatora, on pouvait prendre le bien d'un gezel qui a été trouvé par un frère Shotekatad, on pouvait prendre l'animal qui était pris dans un piège, et ainsi de suite. Tout cela, on a une marloquette, un akama dit que c'est gezel, et Rabbi aussi dit que c'est gezel gamo, du vrai gezel. C'est quoi la différence? C'est que si ce n'est que gezel mipnei darkei shalom, les Chachamim ont interdit à la personne de le prendre, mais n'ont pas laissé la possibilité à l'autre d'aller le réclamer au Beddin si la personne n'a pas écouté. Selon Rabbi aussi, on aurait le droit même d'aller le réclamer au Beddin. On a vu que quoi qu'il arrive, la question sur les pièges des animaux ne se posait que lorsque l'animal restait les pieds au sol et qu'il était bloqué par un piège. Mais lorsqu'il était complètement tombé dans un piège, comme le piège appartient à son propriétaire, l'animal aussi avant même que le propriétaire arrive, donc c'est Gezel Gamo, Min, HaTorah,
On a vu une histoire avec Rav Kahana qui pensait que la personne qu'il a eu dans lui était un non-juif, donc il a pris les dates, ainsi de suite, et il lui a rappelé une halakha qu'on avait vu précédemment, et qui nous disait que lorsque les fruits ont été fait tomber par le rani, par le pauvre, mais directement à la main, à ce moment-là, avant même qu'il le prenne dans les mains le fruit appartient à 100% à la personne qui le fait. Et le fait que Rabbi Yoshi a enseigné sa lachote en public, on a lu à son propos le passage de Michelet, tzaddik qui s'adore là que le tzaddik c'est le pilier du monde, et on a vu que pour les pauvres non-juifs, ou les malades non-juifs, ou les défunts non-juifs, on s'occupait d'eux comme on s'occupe des défunts, des malades et des pauvres juifs, l'unité d'Arké Shalom pour faire la paix aussi et la bonne entente avec eux. Et là-dessus, on avait une discussion dans les Rishonim. Est-ce que on ne s'occupe d'eux que lorsqu'on est en train de s'occuper d'un juif à côté, pour pas faire de différence, ou est-ce que non? De la même manière que lundi, on s'occupait d'un juif, mardi, mercredi, on s'occupera aussi d'un non-juif, Mipne d'Arké Shalom. On a vu après une nouvelle Mishnah. Et cette Mishnah nous disait, on va d'abord apporter la fin de la Mishnah qu'on n'a pas encore étudiée en détail, mais qui disait que on demande la Shalom, on dit bonjour avec même le nom d'Hachem Shalom à des non-juifs d'Arké Shalom. On a vu que l'on pouvait aider, en tout cas, ou laisser des objets ou des aliments chez des personnes qui ne respectaient pas trop la halachot de Shve'it. Et pourquoi Mikté d'Arké Shalom, si normalement on ne devrait pas avoir affaire à eux. Pour le Shalom, on autorise, mais il n'empêche qu'on a vu qu'il y a certaines choses qui sont interdites. Et là-dessus, on a vu que lorsque la personne est soupçonnée de ne pas faire attention au prélèvement et à la shvéit, on n'a pas le droit de l'aider à travailler sa récolte. Pourquoi est-ce qu'on l'aide à faire un interdit? Lorsque par contre on a affaire à Amaret, c'est autorisé jusqu'à ce qu'elle mélange la pâte avec la farine avec l'eau. Et là-dessus, on avait une discussion. Pourquoi c'est autorisé? Ah ben il pense parce que les Amaret, la majorité prélève, c'est qu'une crainte des Rabbanan de dire qu'il ne prélève pas. Donc là-dessus, on ne va pas jusqu'à interdire de l'aider. Donc comme Minatora, on considère qu'elle a prélevé, c'est que Midera Banane, et bien on peut l'aider à faire. Autre réponse, celle de Rava, qui là aussi lui dit que c'est parce que c'est un problème des Rabanan, non pas un problème de Marasa des Rabanan, un problème de Toumatara, c'est un problème d'impureté. Celui qui ne consomme pas ces aliments de manière pure, ce n'est qu'un problème des Rabanan, et donc j'ai le droit de l'aider à travailler sa récolte, puisqu'au pire il ne fait qu'un interdit des Rabanan. Et toutes les fois où c'est interdit, lorsqu'on mélange l'eau avec la farine, c'est parce que ça devient la chala minatora. Toutes les braïtotes qui nous disent qu'on n'a pas le droit d'aider quelqu'un à travailler sa récolte, c'est à chaque fois un Kohen avec la trouma, c'est minatora. Et au passage, on a vu qu'un Kohen Israël, on pouvait toujours laisser la trouma chez lui, on lui faisait confiance. Mais le Kohen, dans certains cas, lorsque la récolte est humide et donc peut recevoir de la trouma, on ne lui fait pas confiance, car étant Kohen, il se sent des droits supérieurs par rapport à Israël, et il ne fera pas attention, et il risque de l'impurifier. Et on avait terminé le DAF avec une question, et qui pour l'instant était une affirmation, c'est qu'à part dans des cas particuliers, on ne craint pas, lorsqu'on a affaire à quelqu'un qui ne respecte pas la halachot, on ne craint pas lorsqu'on lui laisse une récolte ou quelque chose qui est prélevé, qui est caché, on ne craint pas que lorsqu'il nous rende en retour le produit fini, que ce soit un pain cuit, que ce soit du blé qui était moulu sous forme de farine, on ne craint pas que la personne nous rende autre chose que ce qu'on lui a donné, et donc on n'est pas obligé de reprélever une fois que l'on a récupéré le produit fini. Exception faite à la belle-mère d'un homme et à la pundekite, à l'aubergiste chez qui il est, qui elle, lorsqu'on leur donne du pain, de la pâte, et qu'elle nous redonne du pain, on craint que la belle-mère, par rapport au bien-être de sa fille, elle a honte par rapport à son gendre, et la pundekite, qui pense faire une mitzvah en donnant à son autre, un meilleur pain. Du coup, c'est la raison pour laquelle on craint exceptionnellement dans le cas de la belle-mère, dans le cas de l'aubergiste, mais sinon, de manière générale, pour l'instant en tout cas, on ne craint pas que la personne qui ne fasse pas attention nous ait rendu un aliment qui soit différent d'une autre, et donc on n'est pas obligé de prélever une seconde fois.